Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour Baudouin. Vous êtes le directeur de la fondation Identité et Démocratie qui est liée au parti qui siège au Parlement européen. Et ce matin, vous nous parlez de la Turquie et de son rôle dans la guerre contre l'Artsakh, cette enclave peuplée d'Arméniens. En quoi cette offensive s'inscrit dans une plus large politique impérialiste turque ? En fait, depuis son arrivée au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan a travaillé à redéployer l'influence de son pays dans le monde pour essayer d'en faire un acteur majeur de la scène internationale. Donc son volet diplomatique s'inscrit dans deux zones d'influence qui correspondent un peu à l'intersection des deux identités turques. D'un côté le pan-islamisme, de l'autre côté le pan-turquisme. Le pan-turquisme, cette idée que tous les peuples turcs ont un destin commun et ont vocation à travailler ensemble, à s'unir. Donc, en effet, la Turquie n'est pas le seul pays à être peuplé de population turque. On trouve aussi une grande partie des pays d'Asie centrale et surtout l'Azerbaïdjan, qui en fait est très proche de la Turquie. D'ailleurs, les liens entre la Turquie et l'Azerbaïdjan sont tellement importants qu'un ancien président azéri avait résumé cette relation avec l'expression une seule nation, deux États, pour montrer cette relation très forte entre les deux pays. Donc la Turquie est le principal soutien de l'Azerbaïdjan, et donc l'a beaucoup soutenu au moment de son agression contre l'Arménie. Cette politique impérialiste azériste s'inscrit dans cette politique plus large d'influence turque. Et la Turquie se voudrait aussi la championne du monde musulman, pardon. Oui, tout à fait. Ça va être les nationalistes turcs. N'oublient pas qu'à l'époque de l'Empire ottoman, le calife, c'est-à-dire le chef de l'Empire ottoman, était le chef politique et religieux de tous les musulmans sunnites, c'est-à-dire environ 90% des musulmans. Donc ils rêvent de redonner ce rôle à la Turquie. Donc ce pan-islamisme, c'est-à-dire cette idée d'unifier tous les musulmans derrière un même chef, derrière une même nation. Et le pan-turquisme ont un double avantage pour la Turquie, c'est qu'elle leur permet d'avoir une vision du monde dans laquelle ils sont au centre d'un vaste empire. Donc, plutôt que d'être une puissance périphérique de l'Occident et de négocier toujours encore pour être accepté en Europe, les pan-turquistes et les pan-islamistes imaginent la Turquie à tête d'un vaste ensemble d'un nouvel empire. En fait, leur objectif, c'est de recréer l'Empire ottoman. D'ailleurs, on parle souvent de néo-ottomanisme pour dire la politique d'Erdogan. Donc elle n'est pas seulement islamiste, cette politique, elle est à l'intersection entre ce nationalisme turc et cet islamisme sunnite. C'est ce qu'on appelle la synthèse turco-islamique. Alors quelle est la finalité de ces politiques alors ? En fait, le but des nationalistes turcs, c'est vraiment de recréer l'Empire ottoman. Et pour ça, la Turquie cherche à reprendre le contrôle des territoires ottomans perdus, soit directement, soit indirectement. Alors ça peut passer par des financements de mosquées, par des accords commerciaux, soit principalement en Afrique ou dans les Balkans. Mais ce néo-ottomanisme peut être beaucoup plus violent. Alors, il y a effectivement le cas de l'Arménie avec cette attaque contre l'Artsakh. Mais il ne faut pas oublier que la Turquie continue à mettre la pression à la frontière grecque, qu'elle occupe toujours le nord de l'île de Chypre, et que par exemple pendant la guerre en Irak et en Syrie, elle n'a pas hésité à fournir en armes des islamistes, des groupes terroristes islamistes. Et elle a par exemple laissé l'État islamique franchir sa frontière à nombreuses reprises pour prendre les Kurdes à revers. Elle a aussi réorganisé l'opposition syrienne en une armée nationale syrienne entièrement sous contrôle, ce qui lui a permis de fait d'annexer le nord de la Syrie. Et cette armée nationale syrienne lui a aussi permis d'intervenir indirectement en Artsakh pour soutenir son allié azéri. Et elle soutient aussi de nombreux groupes armés des minorités turques, notamment en Irak et en Syrie. Et quel est le rôle de la diaspora turque dans cette politique ? En fait, la diaspora turque est une des principales armes d'Erdogan et de la Turquie en Europe. Elle est extrêmement structurée, elle est quasiment entièrement acquise à Erdogan. Pour donner un exemple, au moment des dernières élections en Turquie, la diaspora turque en Europe et surtout en France ont voté plus pour Erdogan que les Turcs de Turquie. Par exemple, c'est dans le Puy-de-Dôme que Erdogan a réalisé son meilleur score, puisqu'il a fait 91% des voix chez les Turcs de ce département, cette région. D'ailleurs, notamment dans des villes comme Thiers, où les Turcs représentent un quart de la population. Donc Erdogan encourage la diaspora à participer à la vie de politique de leur pays, mais les décourage de s'assimiler en fait. Donc pour permettre de contrôler cette diaspora, la Turquie a mis en place un maillage d'associations. C'est notamment des associations religieuses, dont certaines sont liées aux frères musulmans. L'islam turc est très structuré, il dispose d'environ 350 ou 400 mosquées, soit environ 15% des mosquées de France. Et dans certains pays, comme les Pays-Bas, des partis turcs soutenus par Erdogan ont fait leur entrée au Parlement. Et même quand ce n'est pas directement par le biais de partis politiques, les Turcs peuvent agir en faisant de l'entrisme dans les partis politiques traditionnels. Le cas de Maïnur Özdemir, qui est une femme politique belge, est assez révélateur. En 2009, elle a été la plus jeune élue du Parlement belge à 27 ans, c'est-à-dire aussi la première députée en Europe à être voilée, et elle a été élue sous l'étiquette du Centre démocrate humaniste, qui est un parti de centre-droit. Elle a finalement été exclue de son parti pour avoir nié le génocide arménien, et là, à 40 ans, elle vient d'être nommée ministre de la Famille et des Affaires sociales en Turquie. Donc on se retrouve avec une situation dans laquelle une ancienne députée de centre-droit finit ministre en Turquie. Dans un régime islamiste. Et député en plus en Belgique, c'est ça. Puis ministre en Turquie. Voilà, c'est ça. Et on parle aussi souvent de la violence des loups gris. Oui, qui sont-ils ? Ça va être pour pouvoir renforcer son influence en Europe et dans le monde d'ailleurs, la Turquie peut compter sur les loups gris qui sont le bras armé
du mouvement d'action nationaliste, un parti ultranationaliste et pan-turquiste allié d'Erdogan au gouvernement. Il dispose de cellules un peu partout en Europe et possède des dizaines de milliers d'adhérents. Par exemple, en Allemagne, on estime qu'ils sont entre 10 et 15 000, ce qui en fait très largement la plus grosse organisation extrémiste d'Allemagne. Ils n'hésitent pas à mener des actions violentes, notamment contre les Kurdes et les Arméniens. Et ils sont autant une organisation politique que paramilitaire et sont capables d'intervenir pour aider à la formation d'organisations terroristes ou effectuer des assassinats politiques, souvent conjointement avec le MIT et le service de renseignement turc. Ainsi, en 2013, en plein Paris, 3 militantes nationalistes kurdes étaient assassinées, probablement en lien avec les services de renseignement turcs. Et pourtant, malgré tout ça, l'Occident continue de considérer la Turquie comme un allié. Oui, tout à fait. En fait, la Turquie est toujours membre de l'OTAN et elle est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. L'Azerbaïdjan compte parmi les principaux alliés de l'Azerbaïdjan, on compte l'Union européenne et Israël, d'ailleurs une bonne partie de l'armement azéri est israélien, tandis que de son côté, l'Arménie est plutôt soutenue par la Russie et l'Iran. D'ailleurs, la guerre en Ukraine a renforcé cette influence de la Turquie et de ses alliés dans le bloc occidental, puisque en fait, l'arrêt de l'achat du gaz russe a été compensé par de l'achat de gaz arménien. Azéri. Oui. Azéri, excusez-moi. Et donc la Turquie peut continuer à mener sa politique impérialiste en toute tranquillité. C'est ça, en fait. Par exemple, si on prend un exemple, Strasbourg est en train de devenir un bastion de l'influence turque en Europe. La future grande mosquée de Strasbourg est gérée par la Turquie et devrait être la plus grande mosquée d'Europe, si on compte pas la Turquie évidemment. Et le consulat turc de Strasbourg est le plus important édifice diplomatique turc au monde, devant l'ambassade de Turquie à Paris, et abriterait selon beaucoup le siège des services de renseignement turcs en Europe. Donc ces ambitions néo-ottomanistes turques poussant de plus en plus la Turquie à se tourner vers l'Europe, il est à craindre que la Turquie islamo-nationaliste ne redevienne une menace majeure pour la France et toute l'Europe dans les années qui viennent. Merci Raphaël Audouard pour ce décryptage. Vous êtes le directeur de la Fondation Identité et Démocratie.